Bonjour, comment déposer sa marque? Alors il y a plein de questions, hein. Quels sont les produits ou les services concernés par la marque? Ma marque est-elle toujours disponible? Quelles sont les conditions à respecter? Quel est le coût du dépôt de marque? Comment la déposer à l'INPI? Quels sont les bons réflexes à adopter pour bien l'exploiter? Comment se faire aider? Eh bien la réponse à toutes ces questions, c'est tout de suite après le générique. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi 8 novembre et c'est le 169e webinaire Second Souffle. Et on commence tout de suite comme d'habitude sur l'émission de Second Souffle. Depuis 2010, Second Souffle accompagne gratuitement les entrepreneurs en difficulté pour qu'ils rebondissent avec leur entreprise. Second Souffle agit en véritable SAV de l'entrepreneuriat. Nous accompagnons ces hommes et ces femmes pour qu'ils ne restent pas seuls. Et puis notre deuxième mission, c'est la sensibilisation avec nos journées 24 heures pour rebondir et nos webinaires. Et puis si vous allez faire un petit tour sur notre site internet, vous verrez qu'en page d'accueil, vous retrouverez 3 boutons. Le bouton rouge, si vous êtes un entrepreneur en difficulté avec votre entreprise. Le bouton vert pour devenir bénévole. Et on a besoin de bénévoles car on a de plus en plus d'entrepreneurs qui nous contactent. Et le troisième bouton, avant que les impôts vous tombent dessus, vous avez le livret à quai plein, les caisses sont pleines. N'hésitez pas à faire une généreuse donation auprès de l'association Second Souffle. Je vous remercie. Pour ceux qui ne connaissent pas cette plateforme, vous avez en bas à droite deux petits boutons, deux petites icônes, le chat pour discuter entre vous, entre nous, et l'icône question pour poser vos questions. À gauche, une aide pour si vous avez des petits problèmes techniques, sinon vous fermez tout et vous vous reconnectez. Et puis en bas au milieu, alors aujourd'hui ça va être important parce qu'on a un professionnel de l'optique et il adore écrire petit. Et donc en bas, vous pouvez mettre l'icône plein écran, hein, je vous le conseille. Et puis à côté, vous avez l'icône réagir pour envoyer, comme je vais le faire, voilà, des petits pouces. Et puis voilà, le dépôt de marque. Bonjour, maître Lacour. Bonjour William, merci beaucoup de me recevoir. Bonjour à tous et merci à Second Souffle de m'avoir invité. Ben écoute, comme je sais que voilà, je ne dors pas. Tu sais que je ne dors pas. C'est ça que tu voulais dire? Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Évidemment, les questions trop personnelles, ben, ça va être un peu délicat pour un avocat d'y répondre en direct. Hein. Mais toutes les questions généralistes sont là. Il y a déjà des gens qui ont déjà commencé à poser des questions, je vois. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie questions, là, en bas à droite, s'il vous plaît. On y va, mon cher Martin? Mais volontiers, William. Est-ce que... Ah bah voilà, j'allais te demander si tu avais mon intro. On peut passer tout de suite à la deuxième page parce qu'il n'y a rien à dire de spécial sur la première. Je vais juste me présenter rapidement. Donc, je suis Martin Lacour, je suis avocat au barreau de Paris, médiateur et formateur, et j'interviens en droit des affaires et en propriété intellectuelle, surtout pour faire de la négociation, puisque moi, c'est vraiment mon domaine d'expertise, c'est la négo. Voilà. Et on en reparlera justement de la négo dans les marques parce que ça peut être important. Je veux bien si on peut passer à... Peut-être que je peux le faire moi-même. Oui, Absolument. Je peux le faire moi-même. Pardon, William, excuse-moi. Alors, ce que je vous propose à tous, c'est si vous avez des questions, de les poser au fur et à mesure et William pourra me les relayer quand il estimera que c'est le bon moment. N'hésitez pas. Simplement, comme il l'a dit en intro, je ne peux pas faire de consultation publique. Hein, c'est une règle déontologique qui est là pour vous protéger, évidemment. Je ne peux pas vous donner une consultation alors qu'éventuellement votre adversaire pourrait tomber sur le replay juste après. Ce ne serait pas une bonne idée. Donc, voilà, faites attention dans vos questions à ne pas formuler des choses trop précises et qui s'apparenteraient à une consultation juridique. Alors, la marque, qu'est-ce que c'est? On va commencer par ça. La marque Quesaco, parce que finalement, je suis pas sûr que tout le monde le sache. Alors, n'hésitez pas d'ailleurs à me le mettre dans le chat ce que vous pensez être une marque. Qu'est-ce que c'est pour vous une marque? Est-ce que c'est forcément un nom? Est-ce que c'est forcément un mot? Alors, un signe distinctif, nous dit David, oui.
un signe distinctif et qui va distinguer quoi en fait? Qui va distinguer nos produits, qui va distinguer nos produits ou nos services sur un territoire donné. Et aujourd'hui, moi, je vais vous parler du dépôt de marque en France, parce que même s'il y a beaucoup de gens, quand ils viennent me voir, ils me disent « Ouais, j'ai une idée géniale et je veux déposer dans le monde entier », le problème, c'est que c'est un peu plus compliqué de déposer dans le monde entier déjà. Ça coûte beaucoup plus cher. Et puis en plus de ça, ensuite, il faut avoir le budget pour assurer à la fois l'exploitation de sa marque dans le monde entier et par ailleurs sa protection. Donc, quand on n'est pas Warner ou autre et qu'on peut pas se payer des avocats à temps plein qui font ça toute la journée dans leur cabinet dans chaque pays du monde pour vérifier que la marque est respectée et qu'elle n'est pas utilisée de manière contrefaisante, c'est pas forcément une bonne idée de voir trop grand dès le départ, même si parfois ça peut s'entendre. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vous parlerai du dépôt de marque en France. C'est déjà pas mal. Donc, les signes qui peuvent être déposés, on nous a juste dit signes distinctifs. Oui, ça permet de distinguer les produits et les services par rapport à ceux de la concurrence et ça permet donc aux consommateurs d'identifier tout de suite l'origine du produit ou du service. C'est-à-dire que quand je vois un Coca-Cola, je sais que ça vient de l'entreprise qui exploite Coca-Cola. J'ai pas de doute là-dessus, quoi. Quand je vois le signe, je sais d'où ça vient. C'est l'idée, en effet. Alors, il y a d'autres signes qui sont eux aussi distinctifs et qui permettent donc de s'assurer d'être bien reconnus par la clientèle et qui pour autant ne sont pas des marques. Vous avez notamment la dénomination sociale, l'enseigne, le nom commercial, le nom de domaine. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas des marques, mais qui pour autant sont distinctifs aussi. La marque, on n'est pas obligé de la déposer. On peut très bien avoir un logo et la poser sur ses documents et ne jamais vouloir le déposer. Le logo, il sera déjà protégé sans doute à d'autres titres, par exemple au titre du droit d'auteur. Donc, si un jour vous voulez qu'on fasse un autre webinaire sur le droit d'auteur, on pourra. Il pourra aussi être éventuellement protégé aussi au titre des dessins et modèles. Et c'est seulement si on veut qu'il soit protégé au titre du droit des marques qu'on le déposera en tant que marque. Et dans ce cas-là, un logotype, quand il est déposé en tant que marque, c'est pas une marque verbale, hein, c'est pas un mot, c'est pas un nom, c'est pas des chiffres, des lettres, c'est pas un slogan, c'est un dessin, c'est un logotype, et donc ça va être une marque figurative. Il y a plein d'autres marques qui sont possibles, mais aujourd'hui, je vais quand même me limiter, je vais surtout vous parler des marques verbales. Donc, les marques verbales, c'est un mot, un nom, des chiffres, des lettres, un slogan, un assemblage de mots aussi. Hein, on peut assembler des mots, bien sûr. Ou les marques figuratives ou semi-figuratives. Donc les marques figuratives, on l'a dit, c'est des dessins, des logotypes. On peut aussi faire une combinaison d'un dessin et d'un élément verbal. Et dans ce cas-là, on appelle ça une marque semi-figurative. Juste pour l'info, vous pouvez aussi envisager de déposer une couleur, mais ça sera un petit peu plus difficile parce que la couleur, on verra après pourquoi, mais il y a différentes conditions qui s'appliquent aux marques et la couleur, ça sera pas toujours évident. On peut aussi déposer une marque de position. Imaginez que vous mettiez un motif à un endroit bien précis sur des chaussures que vous commercialisez. Et ben là, c'est la position même que vous allez déposer en réalité et qui sera protégée. Vous pouvez déposer un motif aussi. Un motif, c'est quelque chose qui se répète. Et là aussi, il y a des règles un petit peu, enfin, les règles sont les mêmes, mais il y a une appréciation qui est un petit peu différente que pour ce dont on va parler, les marques verbales et les marques figuratives, mais il faut savoir que ça existe. Vous pouvez déposer une marque de mouvement. Une marque de mouvement, on va la déposer sous forme de fichier MP4, une vidéo par exemple, ou sous forme d'une séquence d'images en expliquant qu'on va de l'image 1 à l'image 8, par exemple, et que voilà, ces images, c'est des images animées tout simplement. On peut déposer un son depuis la réforme du droit des marques qui a eu lieu en 2019. On peut déposer un son et on n'est pas obligé de déposer seulement de la musique. À une époque où il fallait que la marque soit nécessairement puisse faire l'objet d'une représentation graphique, ce qui supposait de faire une partition. Aujourd'hui, c'est plus une exigence. Donc, on peut déposer un fichier MP3 et on peut avoir un
mugissement de lion, le bruit d'une raquette qui tape dans une balle ou ce que vous voulez, du moment que ça répond aussi aux autres conditions qu'on va évoquer ensuite sur la marque. On peut avoir bien sûr une marque multimédia, puisque le multimédia finalement c'est quoi? C'est du son et des images en mouvement. Hein, donc, vu que je vous ai dit que c'était possible, les images en mouvement et le son, là, le multimédia, ça va être possible aussi. Pareil, on déposera un fichier MP4 en général. Et on peut aussi faire des formes 3D. Alors les formes 3D, c'est quoi? Ça va surtout servir, pas seulement, mais ça va surtout servir pour les emballages. Imaginez la forme de la bouteille ou autre. Alors il y a des questions particulières là aussi sur les formes 3D. Pourquoi? Parce que parfois, il y a les gens qui avaient déposé des brevets, quand ils voyaient que leur brevet allait tomber dans le domaine public, se disaient, tiens, on est malin, les marques, l'avantage, le gros avantage de la marque, c'est que ça peut durer infiniment. C'est-à-dire, vous pouvez la renouveler autant de fois que vous voulez, tous les 10 ans. Donc, ça tombe pas dans le domaine public. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose qui est fait pour protéger une création, c'est fait pour protéger votre exploitation. Donc, le résultat, c'est que y en a des petits malins qui se sont dit j'ai créé un super rasoir que j'avais breveté, et puis quand le brevet va tomber dans le domaine public, ce que je vais faire, c'est que je vais déposer une marque. Comme ça, je dirais qu'une marque tridimensionnelle, donc une marque de forme, et comme ça, ça empêchera mes concurrents d'utiliser la même forme. Donc là, vous voyez, par exemple, évidemment, il y a de la jurisprudence qui dit que c'est pas possible. Donc il y a des règles particulières. Je vous donne quelques exemples pour que vous compreniez pourquoi. Je vais vous parler que des cas les plus courants, mais je vous donne quelques exemples sur les cas spécifiques pour que vous compreniez que c'est possible, mais qu'on n'aura évidemment pas en 45 minutes le temps de refaire tout le droit des marques. Les marques hologrammes, pareil, c'est possible d'en déposer. Les marques complexes, et curieusement, la marque complexe est mal nommée. La marque complexe, c'est celle qui va mêler un petit peu de la marque, par exemple, motif, position, couleur, verbal. Elle va mêler différents types de marques. Et en réalité, le fait qu'elle soit complexe va souvent simplifier les choses. C'est-à-dire que ce sera plus facile parfois de déposer une marque parce que elle va remplir les critères qu'on va voir ensuite plus facilement que si elle n'était que verbale ou que couleur ou que figurative. Voilà, donc il faut le savoir, ça peut être un moyen de déposer une marque quand on a un peu de doute sur la validité de la marque, si elle est simplement couleur ou verbale, par exemple. On me demande à quelle fréquence il faut renouveler, donc ça, je l'ai évoqué, c'est tous les 10 ans que vous renouvelez votre marque, et vous avez vraiment intérêt à ne pas faire de renouvellement tardif. Je ne vais pas détailler les raisons pour lesquelles, mais simplement comprenez que pour un certain nombre de choses, quand vous faites un renouvellement dans les délais, s'il y avait un problème à un moment, un procès qui vous était intenté, on appréciera les conditions de la marque au moment du premier dépôt. Et c'est très intéressant. Si vous faites un renouvellement tardif, c'est un nouveau dépôt et ça peut poser des problèmes juridiques sérieux. Donc, je vous conseille de faire vos renouvellements en temps et en heure tous les 10 ans. Raison pour laquelle aussi, je vous conseille, si vous n'avez pas besoin d'aller déposer ça dans différents pays, de le faire que pour la France, parce que sinon, il faut gérer tous les renouvellements un peu partout. Alors, il y a 3 types de marques, je le dis juste pour que vous le sachiez. Il y a la marque nationale, donc en France, par exemple. Vous avez la marque communautaire, donc là vous allez pouvoir déposer une marque européenne sur tous les pays de l'Union européenne en même temps, les États membres, et vous avez ce qu'on appelle la marque, le dépôt monde, mais en fait c'est pas un vrai dépôt monde, c'est un guichet unique. En réalité, voilà, donc il y aura des dépôts dans les différents pays où vous voudrez déposer. Je te rejoins probablement. Alors, merci Vanessa pour votre question. Si vous pouviez, pour les prochaines, la mettre directement dans la partie questions. Vous allez tout en bas à droite, à côté de chat, vous avez questions. Et écrivez vos questions ici, s'il vous plaît. Et donc, il y avait, quand je revois sur ton slide, là, il y a marqué donc à gauche, autre signe à ne pas confondre avec la marque, la dénomination sociale, l'enseigne, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas déposer une marque qui est son nom commercial. Alors, non, et même on a intérêt à faire tout en même temps. On a intérêt, c'est une très bonne question, on a intérêt à réfléchir à tout ça en même temps parce que depuis la réforme du droit des marques de 2019,
on va le voir par la suite, mais il faut justement que votre marque, elle porte pas atteinte à d'autres droits antérieurs. Et si donc il y a déjà une société qui, même si elle n'a pas déposé de marque, utilise déjà, par exemple, la raison sociale, le nom commercial, ou a le nom de domaine qui correspond ou qui est similaire à la marque que vous voulez déposer, ça peut poser difficulté. Donc, il faut justement, moi, mon conseil, c'est d'étudier tout ça au même moment. Idéalement, si votre société est déjà créée, c'est pas grave. Vous allez pouvoir envisager aussi de déposer la marque avec le même nom ou avec un autre nom. On peut très bien s'appeler Société Tartampion et exploiter la marque A, B, C, D et E qui n'ont rien à voir avec Tartampion. C'est aussi une stratégie qui peut être intéressante parce que ça minimise les risques éventuellement de devoir changer de nom pour tout si jamais on avait fait une erreur et qu'on se retrouvait avec un procès. Et je vais expliquer tout de suite après pourquoi on peut avoir un procès. C'est qu'en matière de marque, attention, c'est pas seulement, il suffit pas de vérifier que le nom que vous cherchez est disponible. Ça, ce sera la première étape, on va en reparler. Mais il faudra voir aussi qu'il n'y a rien de similaire. Oui. On pourrait créer une confusion dans l'esprit des consommateurs. Et c'est là que ça devient plus difficile. Et donc, il y a Céline qui pose la question. Donc, on ne peut pas avoir un nom de domaine, mais si le nom n'est pas déposé, ce n'est pas. Il doit manquer un mot dans la question. Non, on peut avoir un nom de domaine, mais si le nom n'est pas déposé, ce n'est pas une marque. En effet, vous pouvez avoir un nom de domaine, mais si vous ne déposez pas ce nom comme marque par ailleurs, ça reste juste un nom de domaine et c'est pas une marque. Que vous dire de plus? Ah bah oui, pourquoi on va déposer une marque? Puisque je vous ai dit en intro, on n'est pas obligé de le faire. On peut très bien vivre toute sa vie en faisant son logo d'entreprise, en la posant sur tous ses documents. Vous n'êtes pas du tout en train de violer le droit, vous n'avez aucune obligation de déposer une marque. L'avantage de déposer une marque, c'est que je vous dis, ça vous donne un droit, un monopole qui va être limité sur le territoire où vous le déposez. Donc nous, là, on va envisager la France et la Polynésie. Dans mes exemples que je vous donnerai, pour les produits et les services concernés, sauf le cas de la marque de réputation qui, elle, va jouir de la marque de renommée qui va jouir d'une protection plus grande, mais sinon, on est protégé uniquement pour les produits et services pour lesquels on dépose la marque. Le coût est aussi fonction de ça, et la protection que vous allez mettre en place et l'exploitation que vous allez mettre en place est aussi fonction de ça. Mais on va en reparler. C'est pour des raisons marketing aussi, parce que évidemment ça permet de communiquer dessus. La marque Second Souffle, par exemple, je ne sais pas si elle est déposée ou pas, mais en tout cas de la faire vivre et de communiquer dessus, d'apposer le logo sur tous les documents, ça permet d'être de plus en plus identifié, de faire venir de plus en plus de gens, etc., etc. Ce qui nous amène à une question. Est-ce qu'on peut, en tant qu'association, est-ce qu'on a intérêt à exploiter une marque? La marque, en fait, elle sera protégée que dans la vie des affaires. Donc, si on n'a pas de vie des affaires, ça n'a pas forcément d'intérêt fondamental de déposer une marque. Voilà, après, il faut creuser un petit peu plus. C'est pas parce qu'on est une asso qu'on vend rien, mais si on n'a rien à vendre et qu'on n'est pas dans la vie économique des affaires, on n'a pas forcément intérêt à déposer une marque parce qu'elle ne sera protégée que dans cette vie des affaires. Il y a déjà plein de questions. Donc, J'imagine, mais je finis juste les deux petits points et ensuite je te laisse mitrailler de questions. Ça fait partie de votre patrimoine immatériel, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que ça a une valeur. Vous pouvez transférer cette marque, vous pouvez la vendre. Elle aura une valeur, c'est un patrimoine immatériel donc qui apparaîtra si vous vendez votre société, vous vendrez votre marque avec et ça aura une valeur, ce sera valorisé. Vous pouvez aussi la faire exploiter par un autre et accorder par exemple un contrat de licence de marque et dans ce cas-là, vous tirerez des redevances de l'exploitation de cette marque. Dans tous ces cas, évidemment, c'est très intéressant. Et moi, la partie qui m'intéresse le plus, puisque je suis avant tout un négociateur, c'est le fait que c'est un formidable levier de prévention des conflits. Pourquoi? Parce que la marque, c'est très facile à protéger. À partir du moment où elle est déposée, que vous avez votre certificat d'enregistrement, vous allez pouvoir très facilement dire un tel a utilisé ma marque sans mon autorisation, voilà le certificat. Imaginez, vous avez quelqu'un qui utilise la marque, je prends l'exemple de Second Souffle, je ne sais pas si elle est déposée encore une fois, mais je vais prendre l'exemple juste comme ça à titre pédagogique. La marque Second Souffle est utilisée par un concurrent.
une association concurrente se crée, hop, elle veut utiliser Second Souffle, eh bien, pour vendre des trucs, eh bien, vous pourrez immédiatement dire, moi, j'ai déposé ma marque, et donc ça te fait interdiction d'utiliser cette marque. C'est très facile à prouver. Si on n'avait pas déposé ce logo et qu'on allait simplement sur la protection des droits d'auteur, la protection des droits d'auteur, elle est automatique. On n'a besoin de rien faire. La protection en matière de droits d'auteur, c'est 70 ans après la mort de l'auteur, donc elle est très longue et elle est même imprescriptible pour les droits, les composants moraux du droit d'auteur, donc le droit à la paternité, le fait que votre nom doit être mentionné et l'intégrité de l'œuvre est protégée de manière imprescriptible. Mais la difficulté, c'est qu'il faut prouver beaucoup de choses et que Facebook, si je lui dis non, mais c'est moi l'auteur, Facebook, il va me répondre vous n'avez qu'à faire un procès à votre adversaire et on verra qui gagne. Moi, je sais pas, je vais pas me décider. C'est beaucoup plus dur. Alors qu'avec un certificat de marque, c'est très rapide, ça facilite les négos parce que ça coupe tout de suite la discussion. J'ai une marque, en fait, j'ai le certificat, et à moins que tu aies de très très bonnes raisons de penser que ma marque n'est pas valable, sinon, voilà, on va en rester là, et donc on avance sur l'indemnisation ou sur les options pour mettre fin à l'atteinte. C'est beaucoup plus facile. Donc évidemment, un intérêt énorme en ce sens. Moi, je vois, par exemple, je suis formateur, j'ai intérêt, et c'est ce que je conseille aux formateurs de faire, même si là, je ne l'ai pas fait, j'ai intérêt à apposer sur tous mes documents ma marque, parce que si quelqu'un me pique ma formation, il va falloir que je prouve sur le terrain du droit d'auteur qu'elle est originale, exactement comme pour un logo. Il faudrait que je prouve que c'est original pour dire que j'ai bien des droits d'auteur là-dessus, qui sont protégeables, alors que si la personne a utilisé mon support en reproduisant ma marque, j'ai juste à sortir mon certificat et à dire il y a violation. J'ai même pas besoin de prouver qu'il y a un préjudice, qu'il y a quoi que ce soit. Il y a tout de suite violation en fait. Donc c'est beaucoup beaucoup plus simple. Le but n'est pas d'assigner les gens, hein. Moi c'est pas mon but en tout cas, mais le but c'est de négocier de manière sereine. Et quand on sait qu'on a raison au début d'une négo, c'est quand même beaucoup plus facile. Ça permet d'aller plus vite. Est-ce qu'il y a des questions déjà à ce stade, William? Oui, il y en a plein de questions. Catherine nous dit, mon nom commercial est associé à un logo. Puis-je déposer au titre d'une marque? Donc oui, je suppose. Alors oui, un logo. Donc là, si le nom commercial est associé à un logo, je pense qu'on parle d'une marque semi-figurative, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des éléments graphiques et des mots probablement, ou des lettres ou des chiffres. Voilà, on est sur une marque semi-figurative. Bien sûr, on peut la déposer comme marque si elle répond aux conditions qu'on va évoquer sur la slide suivante. Voilà. Elle nous dit après, et ce nom commercial correspond aussi au nom de domaine de mon site internet à venir. Bon. Eh bien, formidable. Formidable. En sachant, attention, que déposer quelque chose comme marque, ça vous oblige en quelque sorte, c'est un petit peu fort ce que je dis, mais ça vous oblige à l'exploiter pour les produits et services pour lesquels vous l'avez déposé. Si vous n'exploitez pas pendant 5 ans de manière sérieuse votre marque, il peut y avoir une déchéance qui est prononcée de votre marque et vous pouvez la perdre. Ce qui veut dire que quelqu'un d'autre pourrait vous la prendre. Donc méfiez-vous, il ne suffit pas de déposer pour être tranquille, encore faut-il réellement exploiter. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles parfois les entreprises choisissent de mettre leur marque sous licence pour que d'autres qui sont plus à même à ce moment-là d'exploiter qu'eux fassent cette exploitation et que ça permette de s'assurer qu'il n'y a pas une période pendant 5 ans où je n'exploiterai pas. Vous aimez les webinaires Second Souffle? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Cliquez sur l'icône Second Souffle juste ici. Vous aimez cette vidéo? Alors dites-le moi avec un j'aime et un commentaire. Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une enveloppe solo? Alors, l'enveloppe solo, ça n'a rien à voir avec la marque. Donc, je vous inviterai à aller voir ça sur le site de l'INPI. Et solo, ça s'écrit S-O-L-E-A-U. Oui, ça permet de se prémunir d'une preuve d'antériorité. C'est souvent quand on veut montrer qu'à telle date, on avait déjà créé ce logo, par exemple. Eh ben, on va le mettre sous enveloppe solo. Moi, alors,
il y a différents points de vue. Je vous invite à consulter d'autres personnes aussi sur cette question. Moi, je pense que c'est un peu bullshit. L'enveloppe solo, je la recommande très rarement, sauf quand vraiment une personne est, par exemple, en train de développer un algorithme dans son coin et qu'elle a vraiment pas d'autres moyens de faire. Mais sinon, si vous envoyez des éléments à votre avocat ou enfin voilà, il y a d'autres moyens en envoyant des mails à quelqu'un plus ou moins sécurisé et avec la blockchain, par exemple, il y a d'autres moyens de s'assurer de preuves. L'enveloppe solo est un moyen de se prémunir de preuves. Il y a très peu de situations où moi je le recommande, mais je vous invite à prendre d'autres avis parce que je ne prétends pas détenir la vérité absolue surtout. Et donc, Valérie te demande, déposer une marque grâce à l'ensemble solo est-il plus protecteur que l'horodatage auprès d'un huissier spécifique des droits d'auteur? Alors, j'essaie de traduire tout ça dans mon langage juridique à moi. Il n'y a pas besoin de passer ni par solo ni par un huissier pour faire un dépôt de marque. Le dépôt de marque, il va se faire par le site de l'INPI. C'est l'organisme en France qui va s'occuper de ces dépôts de marque et c'est par lui qu'il faut passer. C'est de manière dématérialisée, ça se fait en ligne. On va expliquer les étapes juste après. Voilà, donc je vous invite à reposer votre question tout à l'heure en la complétant si je ne réponds pas dans les slides suivantes. Mais a priori, il n'y a pas besoin d'aller voir ni un commissaire de justice, puisque les huissiers, ça n'existe plus, c'est des commissaires de justice aujourd'hui, et ni de passer par une enveloppe solo, sauf cas particulier que je n'envisage pas là dans ma tête tout de suite. Je garde encore d'autres questions. Je vais te laisser terminer ta présentation. Non, là sur cette slide, j'ai pas Ouais. d'autres choses à ajouter. Je la laissais au cas où il y aurait d'autres questions sur la slide. Mais Je voulais juste préciser à Meriem et à Martin de bien poser leurs questions dans la partie questions. Vous cliquez sur le petit icône question qui se trouve en bas à droite et vous mettez vos questions ici, s'il vous plaît. Alors, sur les critères à respecter une fois qu'on a... Alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi, justement, c'est que le processus de création d'une marque, finalement, c'est un cycle. Et peut-être qu'à un moment, vous allez vous apercevoir que ça passe pas. Et donc, vous allez devoir changer de marque. Et ça, il faut l'intégrer dès le départ parce que ça peut arriver. On veut déposer une marque parce que vraiment, c'est génial. Et puis, je l'ai trouvé avec ma petite copine le jour où on s'est rencontrés. Ouais, il y a toute une charge émotionnelle, je comprends bien, mais peut-être que ça va pas le faire, ou peut-être que vous allez découvrir au fur et à mesure de votre cheminement que finalement ça devient un peu risqué d'aller sur cette marque. Il vaut mieux laisser tomber plutôt que, comme ça arrive à certains clients, de s'apercevoir au bout de 15 ans que quelqu'un demande la nullité de votre marque et d'être obligé, alors que vous avez passé 15 ans à développer une marque, de devoir en changer, parce que là, vous repartez de zéro. Donc, il y a des exemples très connus. Il y a des entreprises qui ont des très gros moyens financiers, qui mettent beaucoup d'argent dans leur marque et à qui ce genre de petite déconvenue est déjà arrivé. Donc attention à ça parce que quand on doit changer de marque, ensuite il faut repartir un petit peu de zéro et c'est ennuyeux. Donc voilà, soyez ouverts, soyez flexibles là-dessus. Ça peut arriver. Et vous verrez que les sommes en jeu sont pas très grosses, surtout si on prend en compte les subventions dont je vous parlerai. Il vaut mieux changer son fusil d'épaule que de s'obstiner à vouloir déposer la marque parce que ça faisait plaisir à mamie ou parce que ça faisait plaisir à je sais pas qui. Alors, la marque, il y a 4 éléments que je voudrais voir avec vous aujourd'hui. C'est que la marque, elle doit être distinctive. On l'a déjà un petit peu évoqué, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le public, le consommateur, doit identifier clairement l'origine du produit ou du service grâce à la seule marque. Et c'est pour ça que je vous dis qu'une couleur, par exemple, une marque couleur, c'est pas si évident que ça, que tout de suite, dès que je vois la couleur orange sans aucun autre contexte, je pense téléphone, vous voyez. En général, c'est parce qu'il y aura aussi des formes, il y aura peut-être aussi du verbal à poser, parce que juste une couleur, sauf qu'elle soit vraiment très spécifique, c'est un petit peu difficile à remplir cette exigence de distinctivité. Ou alors on fait des nuances de couleurs, par exemple, et là ça va venir peut-être plus distinctif, ou alors on va faire des motifs aussi. Bon, il y a des façons, et c'est pour ça que je vous disais, la marque complexe permet, en alliant différentes composantes, finalement, d'obtenir cette distinctivité notamment. Elle doit pas être descriptive, la marque. Donc je vais vous donner un exemple. Si je veux déposer la marque boulanger pour un produit de boulangerie, ça va pas passer.
à la fois parce que ça va porter atteinte à tous les concurrents, et puis par ailleurs, quand je vois le mot boulanger, ça ne me fait pas penser à une entreprise en particulier. Donc, c'est générique, c'est descriptif, ça n'est pas distinctif. Voilà, bon, il faudrait que vous voyez plein d'autres exemples. Vous en trouverez sur le site de l'INPI notamment, sur YouTube, il y a plein d'exemples qui sont donnés. Vous pouvez aussi vous trouver des veilles sur les marques. Il faut s'intéresser un peu au sujet, mais voilà, je vous en donne quelques-uns. En 45 minutes, je pourrais pas vous en donner 10 000. Elle doit être aussi licite, cette marque, licite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notamment, elle peut pas reprendre un emblème étatique. Vous voyez, si j'ai envie de déposer le drapeau de la Belgique comme marque de préservatif, ça va pas passer. Ou comme marque de frites, peu importe, ça passera toujours pas. Donc, attention à ça. Les emblèmes étatiques, les symboles ou termes offensants, les symboles injurieux, diffamants ou discriminatoires, hein, tout ça, ça passera pas. Il faut faire attention. Alors parfois, on peut être un peu surpris, hein, parce qu'il peut y avoir des expressions qui peuvent paraître offensantes, mais qui passent quand même. Par exemple, une expression étrangère. En Espagne, il y a des expressions qui paraissent très vulgaires et en fait qui sont entrées dans le langage courant et donc qui ont été reconnues comme valables, comme marque. Mais en général, si c'est une injure, voilà, fils de pute, ça va pas le faire, quoi. Voilà, par exemple, hein. N'essayez pas de déposer ça. C'est pas forcément une bonne idée. Bon, toutes les expressions fascistes, évitez aussi. Vous aurez en plus d'autres ennuis que le rejet de votre marque. Donc, faites attention quand même à ça. Et enfin, la marque, elle ne doit pas être déceptive. Déceptive, ça veut dire tromper. Elle ne doit pas induire en erreur le public sur la qualité, l'origine ou la nature des produits ou services. Ça veut dire quoi? Vous vous souvenez peut-être des petits yaourts bio au Biofidus qui semblaient indiquer que c'était bio, quoi. En fait, c'était pas bio. Donc, il a fallu changer, quoi. Hein, il a fallu s'adapter parce que on peut pas, voilà, on peut pas faire n'importe quoi. Donc, ce qui est important, c'est que vous compreniez bien que ces 4 critères. Enfin, il y a le 4e critère, c'est la disponibilité, mais je vais l'évoquer sur la slide suivante parce que c'est important et parce qu'il y a des choses que vous pouvez faire un petit peu par vous-même là-dessus. Ces 4 critères, il faudra toujours les apprécier à la fois sur le territoire donné et en fonction des produits et services que vous voulez déposer. Je vous donne un exemple. Boulanger, vous savez que c'est une marque qui existe pour des produits notamment tech, informatique, télé, etc. Mais là, ça pose pas de problème parce que j'utilise un mot courant boulanger, oui, mais qui n'a aucun lien en réalité avec les produits que je vends. Et du moment que, quand je dis boulanger, les gens ils identifient bien de quel magasin d'électroménager je parle, c'est que c'est bon, c'est que ça marche. Cette marque, elle est distinctive, elle n'est pas descriptive, elle est licite, elle n'est pas déceptive. Et à l'époque, quand elle a été déposée, elle était disponible. En revanche, je vous l'ai dit, boulanger pour des produits de boulangerie, là, ça va pas le faire. Pareil, Apple. Alors, on pourrait se dire, oui, si je le mets en anglais, ça va passer. Bon, moi, déjà, je vous déconseille les anglicismes, mais ça, c'est pour des raisons personnelles. Mais en plus de ça, il y a des petits malins, oui, qui se sont dit, je vais mettre le mot en anglais et puis ça passera. Apple, qui veut dire pomme, pour de l'informatique, il n'y a pas de souci, mais Apple, pour vendre des pommes en France ou pour vendre des fruits en France, ça passera pas. Faut bien comprendre ça. Du moment, on considère en fait que, voilà, on fait référence à la référence finalement, c'est le consommateur, le public lambda, à peu près averti, raisonnable. Et on va se dire que Apple, la plupart des gens comprennent que c'est une pomme. En plus de ça, il y a le logo avec la pomme, donc ils comprennent du contexte aussi. Et pour vendre des pommes, ça passerait pas. Pour vendre de l'informatique, il n'y a pas de problème. Ou de la téléphonie. Donc le drapeau, je vous ai expliqué, les symboles étatiques, tout ça, c'est pas possible. Plus récemment, on a vu, vous avez dû entendre parler aux infos pendant les JO, les anneaux olympiques, c'est pas possible non plus de les utiliser et d'en faire sa marque, quoi, hein, évidemment. Voilà. Et puis, quand on utilise par exemple une marque avec du bio dedans, on a intérêt à vendre des produits bio. Hein. C'est comme quand on vend des trucs éco
éco quelque chose, si c'est pas réellement écologique ou respectueux de l'environnement, ça va poser souci. Voilà. Il y a d'autres règles à connaître, mais je vais vite et je trace les choses assez rapidement. Dans le petit support, je vous invite évidemment à aller voir toutes les informations qui sont à jour sur le site de l'INPI. L'INPI, c'est vraiment votre guichet pour déposer une marque et il y a beaucoup d'informations aussi qui se trouvent dessus. Vous avez aussi des permanences gratuites qui sont organisées par l'INPI. Je vous conseille de vous inscrire à des permanences. C'est des permanences, moi j'en ai déjà fait avec des clients, c'est 20 minutes je crois. Ça passe vite, mais si vous avez déjà des besoins de premières orientations, ça vous permettra gratuitement d'avoir des premières orientations. Ensuite, il ne faut pas rêver, tout ce qui est gratuit, c'est dans le but de vous vendre des choses. Donc l'INPI, ce qu'ils veulent vous vendre, c'est vous vendre par exemple une recherche sur les antériorités, les similitudes avec d'autres marques. C'est vous vendre évidemment un dépôt de marque tout simplement parce qu'ils savent que si vous hésitez, vous n'allez pas le faire. Donc c'est pour ça aussi qu'ils ont intérêt à vous mettre en place ces permanences gratuites, mais elles sont très bien et c'est très bien qu'ils le proposent. Il y a aussi l'INPI peut aussi vous organiser des permanences avec des prestataires, notamment des conseils en propriété intellectuelle. Donc c'est un métier à part, c'est des gens qui ne font que ça. Ça peut être intéressant aussi d'avoir une permanence avec ça, mais évidemment là le gars il va aussi vouloir vous vendre ce qui est normal, hein, son accompagnement derrière. Et la même chose avec des avocats. S'il vous renvoie vers une permanence gratuite, c'est évidemment parce que l'avocat, il se dit que vous allez avoir à un moment ou à un autre besoin de lui, sans doute. Et il se dit, voilà, ça fait un premier contact et c'est pour ça que j'accepte aussi de faire ces permanences. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, vérifiez aussi que vos prestataires connaissent ces droits que je suis en train de vous exposer. Je vais vous raconter une petite histoire perso. Moi, qui fais de l'API, un jour, je demande à une agence qui a pignon sur rue à Paris, une grosse agence de com, de me créer un logo. Ils mettent 3 semaines à me créer en urgence, donc j'ai payé cher en plus. Ils me font 3 propositions. Et bon, je leur avais fait signer un contrat comme quoi ils me garantissaient un certain nombre de choses parce que je leur expliquais que j'allais déposer les logotypes comme marque et que j'avais donc besoin d'avoir un certain nombre de garanties, évidemment. Et puis, en fait, je passe par précaution, je passe leurs 3 projets, notamment sur différents logiciels, mais notamment sur Google Images, pour vérifier qu'il n'y a pas d'images similaires qui traînent. Et là, oh, surprise, je découvre que les 3 logos contiennent des éléments contrefaisants tirés d'une base d'images en Amérique latine. Donc faites très attention. Et alors j'ai creusé parce que je me dis quand même c'était une agence sérieuse. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Faire ça à un avocat en propriété intellectuelle, il faut être un peu téméraire. En fait, c'est juste qu'ils avaient sous-traité le truc à un gars freelance en Pologne, qui lui-même a peut-être d'ailleurs sous-traité ailleurs, j'en sais rien. Et le gars, lui, il n'en a rien à faire, il est payé au lance-pierre, il savait même pas pour qui c'était le logo. Et voilà, donc faites bien attention à ça quand même. Vérifiez contractuellement avec vos partenaires qui vous créent vos visuels que vous avez bien les droits cédés et qu'ils vous garantissent que c'est pas des choses contrefaisantes parce que ils peuvent pas vous céder plus de droits qu'ils n'en ont eux-mêmes. Donc si ils sont en train de vous créer un visuel avec des images qui en réalité sont contrefaisantes parce qu'ils ont imité une image qui existe déjà ou parce qu'ils ont tout simplement repris une image qui existe déjà sans avoir les droits, vous allez avoir des soucis et vous serez en train de déposer une marque qui porterait atteinte à des droits d'auteur, par exemple. Voilà, donc faites très 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 attention à ça. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade ou pas? Oui, il y en a plein, mais je te laisse terminer, on les fera tout à la fin. Est-ce que déjà ce que je dis vous paraît utile? Il ne faut pas hésiter à me dire de me taire. Oui. Et pendant que j'y suis, je rappelle qui c'est qui a mis sa question? Roselyne, mettez votre question dans la partie questions, s'il vous plaît, en bas à droite. Vous cliquez sur l'icône question. Alors, là, on attaque le 4e critère qui est la disponibilité. Alors, on peut se dire, oh, c'est facile, la disponibilité. Je vais aller sur Data INPI et je vais regarder s'il y a déjà quelqu'un qui a inventé ma marque trucmuche bidule chouette .x. Oui, alors je peux taper ça. Alors, c'est sûr que si je vois déjà, dès les premiers résultats, qu'il y a déjà quelqu'un qui a déposé la marque, dans les mêmes classes que moi,
Donc ça, les classes, en fait, il y a 45 classes, c'est la classification de Nice. Vous irez voir ça sur Internet, vous la téléchargerez. Là, déjà, ça part pas forcément super bien. Quoique, parfois, dans les classes, en fait, les classes, ça regroupe plein de produits. Peut-être que vous ne serez pas du tout sur les mêmes produits. Moi, par exemple, dans une des classes de la classification de Nice, je vois qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Il y a services mortuaires et par exemple conciergerie. Ben, moi, si je veux faire de la conciergerie, j'ai pas envie forcément de faire des services mortuaires. Donc voilà, ça ne veut pas dire que parce qu'ils l'ont déposé dans la même classe, ils ont ensuite coché les mêmes produits, les mêmes services dans la classe. Et ça ne veut pas dire non plus s'ils ont coché tous les produits de la classe qu'en réalité ils exploitent vraiment tous les services. Mais ça part pas quand même super bien déjà là. Mais si vous trouvez, en faisant la recherche, là, vous allez sur Data INPI, vous tapez le nom de votre marque et vous trouvez qu'il y a 0 personne qui a déposé cette marque, ça ne veut pas du tout dire que vous pouvez la déposer, la marque, en étant tranquille. Hein. Parce que en réalité, il faut aussi chercher les marques similaires. Donc faites la recherche en réfléchissant à ce qui est similaire. C'est pas toujours facile parce que ce qui est similaire, c'est ce qui risque de créer une confusion dans l'esprit du public. Et ça peut être aussi au niveau du son. C'est-à-dire que même si ça s'écrit pas du tout pareil, mais que ça sonne à peu près pareil, ça peut créer une confusion oralement. C'est pour ça qu'en général, à ce stade-là, déjà, on laisse des spécialistes essayer de le faire parce qu'ils ont plus l'habitude, mais eux-mêmes peuvent se tromper aussi. Donc, à ce stade-là, vous pouvez déjà faire une recherche à l'identique, voir si une marque a déjà été déposée. Il ne faut pas s'arrêter là parce qu'il faut voir aussi s'il y a déjà un nom de domaine. Donc ça, vous regardez sur les noms de domaine s'ils sont disponibles ou pas. Vous ne contentez pas du FR, regardez le .com, le .machin, le .truc pour vérifier que ça n'a pas déjà été déposé et qu'il n'y a pas un risque pour vous. Et par contre, par la plateforme Data INPI, vous allez pouvoir regarder s'il n'y a pas une raison sociale qui n'a pas déjà été déposée aussi. Enfin, déposée. Une raison sociale, une entreprise qui a été immatriculée sous le nom que vous envisagez comme marque. Et là aussi, ça vaut le coup de vérifier quand même pour éviter d'avoir des soucis. Après, on est dans un domaine où il va falloir prendre des risques. Parce que c'est très difficile aujourd'hui de trouver la marque qui n'existe pas. Hein. Surtout sur les marques verbales. Même si on imagine un nouveau mot, même si on combine différents mots entre eux, il y a toujours un risque que ça crée une confusion avec une autre marque. Donc on est dans une société où il faut prendre des risques, mais le but c'est de savoir les risques qu'on prend, quoi, de pas jouer à la roulette russe sans savoir qu'en fait il y a bien dans le barillet, il y a bien une cartouche qui tourne, quoi. Donc voilà. Sur les recherches à l'identique, vous allez donc pouvoir les faire par vous-même. Sur la similarité, vous allez pouvoir essayer d'en faire un peu. Mais à un moment, moi, je vous conseille à minima de commander une étude de similarité à l'INPI. Soit vous la commandez à l'INPI, soit vous la commandez à un conseil en propriété intellectuelle, soit vous la commandez à un avocat. Mais de toute façon, en général, tout le monde va commander ça à l'INPI en réalité. La difficulté de l'étude de similarité de l'INPI, c'est qu'ils vont vous donner les éléments. Vous allez avoir plein d'éléments à comparer. Vous allez avoir des dizaines de pages. Mais ensuite, c'est à vous de faire la comparaison et de voir quels sont vos risques. Donc, soit vous demandez à ce moment-là à un professionnel de vous faire l'étude, mais ça, l'INPI ne le fera pas. L'INPI vous fournit les éléments de similarité qu'elle aura trouvés, mais elle ne fournira pas l'étude, l'analyse. Soit vous demandez à ce moment-là à un conseil en propriété intellectuelle ou à un avocat de le faire, ou alors vous le faites vous-même, et puis vous prenez votre risque. Tout dépend de l'enjeu aussi du truc, quoi. Vous voyez, bon, si vous êtes en train de concurrencer dans le monde entier, vous êtes en train de créer une nouvelle marque de chaussures ou si vous êtes juste en train de créer un petit truc au niveau local, les risques ne sont pas toujours les mêmes. Hein, mais il faut se méfier, quoi. Que vous dire de plus? Sur combien ça coûte? À l'INPI, vous regarderez le tarif. Je ne sais plus si je vous l'ai mis après. Je vous ai créé une page sur les tarifs, mais je ne sais pas si j'ai mis celui-là. Sinon, vous trouverez ça très facilement sur le site de l'INPI. Et si vous faites appel à un professionnel, là, les tarifs sont libres. Hein. Donc, chaque professionnel peut vous dira ses honoraires en fonction de ce qu'il facture habituellement par rapport à ce genre de dossier. Si vous avez besoin de faire des études, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que les gens qui déposent vont déposer dans des classes, les classes, la classification de Nice, mais ils peuvent aussi
préciser eux-mêmes les produits et services pour lesquels ils déposent, sans passer forcément par la classification de NIS. Alors, ça permet d'être plus précis, d'affiner la protection. Dans certains cas, c'est intéressant. Si vous le faites tout seul, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'essayer d'ajouter des produits et services, mais vous pouvez le faire. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il existe un outil que vous trouverez, j'ai mis le lien EUIPO europa.eu sim. C'est un simulateur, en fait, un indicateur de services et produits considérés comme similaires. Donc, vous pouvez, par exemple, mettre une liste de mots-clés de produits et pour vérifier s'ils sont considérés ou pas par l'INPI notamment et par les autres organismes aussi de chaque pays, parce que ça liste tous les organismes. Mais vous, ce qui vous intéresse, là, dans mon exemple que je vous donne, c'est l'INPI. Savoir si l'INPI considère que ces services et produits sont similaires ou pas. Je vous donne un exemple. Est-ce que, par exemple, la bière et le gin sont des produits similaires ou pas? Vous allez vérifier sur le moteur et vous verrez que pour l'INPI, elle décide que c'est pas similaire, par exemple, alors que pour un autre organisme d'enregistrement des marques, si vous êtes concerné aussi par cet organisme-là, ça pourrait être considéré comme similaire. Alors, a priori, attention, cet outil il peut évoluer et a priori, c'est pas contraignant ce qu'il dit, mais il y a quand même des jurisprudences qui de temps en temps viennent dire le contraire. C'est-à-dire viennent dire sur le simulateur, on voit que c'est similaire, donc vous auriez pas dû. Donc faites attention à ça. Normalement, c'est juste pour vous aider cet outil, mais il y a de plus en plus de jurisprudence qui semble dire que c'est un peu plus contraignant que ce que le simulateur dit lui-même, parce que sur la page d'accueil du simulateur, il vous dit que c'est juste indicatif. Sauf qu'il y a des juges qui décident le contraire. Est-ce que c'est clair jusque-là? Ouais, Myriam te demande, donc il n'y a pas une plateforme qui compare ou au moins qui nous avertit sur l'éventuelle similarité, ça n'existe pas? Non, Myriam, vous allez donc pouvoir la créer. C'est la bonne nouvelle. Une IA qui ferait cette analyse à notre place. Non, mais c'est difficile parce que là, j'ai fait court dans la présentation, mais encore une fois, je vous dis même la confusion, elle peut naître à l'oreille. C'est-à-dire qu'une marque qui s'écrirait pas du tout pareil, mais qui se prononcerait de manière assez similaire, pourrait créer une confusion. Donc, je sais même pas si une IA serait encore capable de faire ça. Ça va sans doute arriver. Si je veux déposer une marque de chaussures qui s'appelle NIQUE. Oui, là c'est facile, mais parfois tu vois, tu pourrais mettre un NHI K, je sais pas quoi. Mais puis encore, c'est notre prononciation à nous Français. Mais... Et c'est ça que j'allais dire, c'est qu'en plus quand vous allez à l'étranger, alors déjà il y a des droits étrangers qui considèrent que la traduction de la marque que vous déposez peut aussi poser problème. Parce que si c'est facile dans l'esprit du consommateur de traduire un mot français dans sa langue, par exemple, et que malheureusement dans son pays ça crée une confusion. Enfin voilà, il y a plein d'autres règles, mais je ne veux pas vous faire peur non plus. Donc le mieux c'est de faire cette étude. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Commandez l'étude, ça coûte quelques centaines d'euros. Faites l'analyse par vous-même ou faites-la faire par quelqu'un. Moi, j'ai vu plein de gens qui le faisaient par eux-mêmes, ils n'ont pas eu de soucis. Et de toute façon, même si vous le faites par quelqu'un, bien sûr, en général, ça vous évitera quand même certains risques. Mais il n'y a jamais aucune garantie parce qu'il peut toujours y avoir quelque chose qui surgit et qu'on n'avait pas prévu dans l'étude. Est-ce qu'il y avait d'autres questions là-dessus ou est-ce que je peux parler du calendrier, comment ça se passe un dépôt INPI? Vas-y. Tu vois l'heure qu'il est? Ouais, je sais, c'est pour ça que j'ai peur. Le calendrier du dépôt INPI, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à peu près un dépôt de marque à l'INPI, ça prend à peu près 6 mois quand tout va bien. Alors, ce qui se passe, c'est que vous déposez en ligne. Vous avez évidemment tous vos éléments. Là, on va dire que c'est un truc simple. Vous déposez par exemple, si c'est une marque verbale, ce sera juste taper le nom de la marque. Donc, vous aurez juste à le taper au clavier, c'est pas compliqué. Et si c'est un logo, vous allez poster votre logo avec les couleurs et tout ce qu'il faut dessus. Si c'est un autre type de marque, il y a différentes règles, évidemment. Si c'est de la 3D, si c'est ceci, si c'est cela, il y a d'autres règles, mais là, on n'a pas le temps de les développer.
Vous allez immédiatement avoir un accusé réception, donc c'est immédiat avec un numéro de dossier pour le suivi et accès à une plateforme de suivi. C'est très bien fait, il n'y a pas de difficulté là-dessus. La publication au bulletin officiel de la propriété intellectuelle va intervenir dans le délai de 6 semaines. Donc, l'INPI se donne 6 semaines pour regarder si les choses de base ont bien été respectées, si à peu près il y a tous les éléments apparemment, et elle publie ensuite votre demande de publication. Et une fois qu'il y a une publication qui a eu lieu au bulletin officiel de propriété intellectuelle, s'ouvre un délai de 2 mois pour que des tiers puissent faire opposition ou former des observations et éventuellement que l'INPI puisse vous faire des objections. Pendant ce délai, si par exemple l'INPI vous fait des objections, elle peut très bien vous dire là, je pense que vous avez mal déterminé qui sera le détenteur de la marque. Je vous propose de rédiger ça plutôt comme ça. Là, vous dites tout de suite oui ou vous dites rien et de toute façon, ils feront la modification automatiquement. Voilà, donc c'est un délai qui permet de faire ça. Si jamais les tiers font des oppositions, dans ce cas-là, l'INPI ouvre une instruction, c'est-à-dire qu'elle traite ces oppositions, et vous allez pouvoir formuler vos observations dans les délais qui vous seront indiqués par l'INPI. Et si ces observations permettent de lever les objections des tiers, c'est parfait. Et sinon, vous pourriez être amené à régulariser certaines choses, par exemple à abandonner votre dépôt sur une classe ou sur un type de produit qui pose souci, tout en maintenant le reste du dépôt sur les autres classes, par exemple. Et au final, à peu près au bout de 6 mois, vous allez obtenir l'enregistrement de la marque avec publication au BOPI de cet enregistrement et un beau petit certificat d'enregistrement qu'il faudra bien conserver parce que c'est ce qui vous permet de montrer que vous êtes titulaire de la marque. J'en profite pour vous dire, ne déposez pas en nom propre votre marque si c'est pour une société. Ça peut poser des questions pénales lourdes et ça peut aussi freiner la transmission de votre société parce que si on s'aperçoit au moment de la transmission de votre société que l'essentiel du revenu que votre société tire est basé sur une marque qu'en réalité vous déposez en nom propre, les investisseurs ils vont pas être ravis, vous voyez. Donc faites très attention à ça, à vous assurer dès le départ que la marque est bien au nom de la société qui va exploiter les produits. Là, je vous ai mis une petite capture d'écran pour vous montrer un petit peu. Là, j'ai un dossier en cours. J'ai déposé le 9 septembre. Le 4 octobre, l'INPI a publié, donc dans le délai de 6 semaines. Et puis ensuite, elle ouvre un délai de 2 mois pour les fins du délai d'opposition. Elle m'a adressé un petit courrier parce qu'il y avait un truc qu'elle trouvait, une petite précision qu'elle voulait enlever dans la rédaction de ce que j'avais fait. J'ai dit oui tout de suite, le 29 octobre, et puis ça continue. Pour l'instant, il n'y a pas d'opposition de tiers qui ont été formés. Si une opposition est formée et que je me dis « Ah merde, j'avais pas vu ça », peut-être que j'envisagerais de laisser tomber le dépôt de cette marque, et c'est pas plus grave que ça. Il faut pas forcément s'acharner, parce que si on s'acharne, ça peut coûter cher par contre. Donc on fait on répond aux objections, on voit ce que l'INPI en fait, mais si on voit qu'on va vers un combat judiciaire et qu'on n'arrive pas à négocier, puisque ça peut être aussi le moment de négocier avec les personnes qui se manifestent éventuellement, si on n'arrive pas à négocier, on repart sur une autre marque, et puis c'est pas plus grave que ça, ça fait partie du jeu. Oui, là je voulais vous faire une vidéo, mais j'ai pas encore eu le temps de la faire. De toute façon, je la fais à partir de ce cas qui est en cours justement, donc une vidéo complète de toutes les étapes. Donc je la mettrai en ligne et je te dirai, William, quand elle est dispo pour que tu puisses la communiquer. Sur les tarifs INPI, ce qu'il faut savoir, c'est que vous déposez pour une classe. Aujourd'hui, on n'est plus obligé de déposer pour 3 classes d'un coup. Ça, c'était le système avant 2019. Maintenant, on peut déposer pour une seule classe. C'est 190 € pour déposer pour une classe. Et pour chaque classe supplémentaire de la classification de Nice, c'est 40 €. Vous n'êtes pas obligé de cocher tous les services et produits dans la classe. Encore une fois, si vous ne faites pas des pompes funèbres, ne cochez pas pompes funèbres. Parce que ça multiplie les risques de conflits inutiles avec des tiers. Ne cochez que pour ce que vous voulez vraiment exploiter. Pour l'extension des titres en Polynésie française, c'est 60 €. Si jamais vous faites une erreur matérielle et que vous en apercevez après la publication, la première publication de la demande, c'est 104 € pour votre pomme quand c'est vous qui faites la demande de rectification matérielle. En revanche, quand c'est l'INPI qui propose d'elle-même, dans ce premier temps, en tout cas, il n'y a pas de facturation supplémentaire.
Sur les renouvellements, je vous ai dit, faites-les bien dans les temps parce que sinon, ce sera considéré comme un nouveau dépôt et ça peut avoir des conséquences juridiques. Renouvellement 290 € plus 40 € par classe supplémentaire, donc à partir de la deuxième classe. Et attention, vous avez une pénalité de 50% pour un renouvellement tardif. Donc, en plus de ne pas vous donner les mêmes droits, le renouvellement tardif est facturé plus cher. Vérifiez régulièrement les tarifs. Je vous ai mis le lien. Bon, moi, je vous ai mis les tarifs que j'ai revérifiés ce matin, hein, mais ça peut évoluer et ils préviennent pas forcément Martin Lacour avant de changer leurs tarifs. Disclaimer, ceci n'est pas contractuel. Chose intéressante, des subventions sont possibles. Donc, allez toujours demander des subventions au niveau local, au niveau national, au niveau européen. Et moi, je voudrais surtout vous parler du SME Fund, donc qui est le Small and Medium Enterprise Fund, qui est un fonds de financement spécifique au niveau européen. Alors là, pour cette année 2023, c'est trop tard, ils ont plus de sous, ils ont fermé. On espère qu'ils rouvriront au 1er janvier, mais l'année dernière, ils ont ouvert qu'au 1er mars. Donc, mais là, vous êtes quand même dans la bonne période où il faut regarder régulièrement, à partir du 1er janvier en tout cas. Il y a 4 chèques qui sont proposés par le SME Fund, dont le chèque numéro 2, actuellement indisponible puisqu'ils ont plus de sous, qui est un chèque d'un montant annuel de 1 000 € par entreprise, donc c'est par numéro de SIRET, hein, tout simplement, pour les demandes de dépôt de marque et dessins et modèles au niveau national, régional ou international. Au niveau national, l'avantage, c'est que ce chèque de 1 000 € pourra couvrir jusqu'à 75% de toutes vos taxes de dépôt. Donc, ça veut dire qu'en gros, vous pouvez déposer 3 marques avec à chaque fois 4-5 classes faciles. Ça couvrira, les 1 000 € couvriront ça. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Parce que vous avez intérêt à déposer plusieurs marques, à ne pas en déposer qu'une, hein, d'ailleurs. J'en profite pour le dire. Voilà, vous avez un autre chèque qui est intéressant aussi, c'est le IP Scan Enforcement, donc le tout premier, 1 350 €. Ce service, lui, peut couvrir jusqu'à 90% des frais, et c'est lorsque vous avez un litige, un conflit qui serait lié à la violation d'un de vos droits de propriété intellectuelle, pour avoir un premier rapport d'expert sur votre situation juridique. Voilà, ce que je vous souhaite pas, mais c'est bon de savoir que ça existe si ça vous arrive. La bonne nouvelle aussi, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais si vous voulez déposer une demande de certificat d'obtention végétale, le budget, il y en a encore. Donc, si vous avez une nouvelle obtention végétale à protéger, vous serez pris en charge jusqu'à 1 500 € avec 75% de vos taxes prises en charge sur ces 1 500 €. Donc, en gros, ça veut dire que si vous en avez pour 2 000 balles, vous serez remboursé de 1 500 €. Et le chèque est valable, c'est bien précisé, hein, tant que le montant maximum n'est pas atteint, le chèque est valable. Par contre, il y a des durées de validité du chèque. Il ne faut pas hésiter à se reconnecter à la plateforme du SME Fund pour demander à ce que le chèque soit prorogé si jamais vous arrivez en fin de validité. N'attendez pas d'avoir dépassé la date de fin de validité, sinon le chèque est perdu. Voilou. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est le fun parce qu'on se dit, ah, ça y est, j'ai déposé, je suis tranquille. Pas du tout. L'aventure commence à ce moment-là, en réalité. Donc, vous récupérez bien sûr votre certificat de dépôt sur votre espace INPI. Vous faites savoir votre savoir-faire, c'est-à-dire que vous avez réussi à déposer une marque, vous le faites savoir. Ça n'a aucune valeur juridique, mais n'hésitez pas, dès que vous le pouvez, à bien indiquer que votre marque est enregistrée. Parce que ça dissuade les gens d'aller s'en prendre à votre marque, vous voyez. Si vous mettez sur votre site à certains endroits, par exemple votre site web, que la marque est enregistrée, les gens ils peuvent hésiter à venir vous embêter. Vous apposez votre marque sur vos produits et services, bien sûr. Vous demandez éventuellement l'extension à l'international, et ça c'est très intéressant parce que dans les 6 mois qui suivent ce certificat de dépôt, l'émission du certificat de dépôt, dans les 6 mois, vous bénéficiez de l'antériorité, c'est-à-dire que la marque que vous déposerez à l'étranger sera réputée avoir été déposée en même temps que la marque française. Donc ça, c'est très intéressant de le faire dans les 6 mois. Et puis, ça vous permet justement, si vous êtes en phase de lancement et que vous vous développez à l'étranger, à l'international, de profiter de cette antériorité.
Obligation d'exploiter, j'en ai parlé. Faites attention, ne restez pas 5 ans sans exploiter votre marque, sinon il y a un risque de déchéance. Renouvellement illimité tous les 10 ans. Ça, c'est ce qui est formidable avec une marque. Vous créez une société, elle pourra, dans 200 ans, si la loi n'a pas changé, continuer de déposer tous les 10 ans. Donc, elle vous survivra largement. Mettre en place des veilles, ce que j'appelle des surveilles, parce que c'est à la fois surveiller la concurrence et mettre en place des veilles. Vous pouvez notamment le faire sur le site Data INPI et demander sinon à des professionnels de le faire. Tout dépend des enjeux, mais il est important de se dire que, attention, ce n'est que le début. J'ai obtenu mon certificat, maintenant il faut que je m'assure que les concurrents respectent ma marque. Sinon, ça sert à rien. Donc, à minima, il faut avoir préparé un courrier de mise en demeure en disant là, je vois que vous exploitez ma marque, je vous demande de cesser immédiatement. Sinon, je recourrai à tel et tel mode de négociation. La bonne nouvelle, c'est que comme je suis gentil, je vais vous expliquer les modes gratuits de négociation dans un instant. Vous pouvez aussi, quand il y a besoin, quand c'est sur des produits notamment, demander à la douane d'intervenir. Si vous savez que il y a des exportations ou des importations de produits contrefaisant de votre marque, par exemple, vous pouvez demander une intervention à la douane. Et je vous ai dit, négocier toujours en cas de difficulté. Je vous dis pas ça parce que je suis négociateur. Je vous dis ça parce que je suis devenu négociateur en voyant le temps que des procès prennent, le coût que ça a et l'aléa aussi. On n'est jamais sûr de comment un juge va trancher. Donc, méfiez-vous vous pouvez être persuadé d'avoir raison et puis finalement perdre votre procès. Donc, il faut toujours faire très attention à ça. Dans la négo, l'avantage, c'est qu'on sait ce qu'on négocie, on sait si on veut aller vers un accord ou pas. Et voilà, il n'y a pas de surprise. Et former vos équipes, parce que si vos équipes elles-mêmes ne savent pas ce qu'est une marque, ça va être difficile de la protéger, évidemment. Alors, sur le réflexe négo, et j'en finirai par ça, je crois, je sais même plus si j'ai prévu une autre slide, non, c'est ça. Sur le réflexe négo, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez négocier par vous-même, mais dans ce cas-là, il n'y a pas de cadre sécurisé, donc faites très attention à ce que vous dites à vos adversaires, parce que si vous leur faites des propositions, ils pourront s'en servir contre vous. Si vous dites des choses, ils pourront se servir contre vous de tout ce que vous dites. Mais c'est possible. Ça suppose, à mon sens, à minima, d'être formé à la négociation raisonnée et d'avoir un certain nombre de compétences relationnelles, évidemment. Parce que si vous n'êtes pas bon en écoute active, en reformulation empathique, voilà, ça se travaille. Donc, si c'est pas un gros conflit de marque, c'est la bonne occasion de tenter. Si c'est un truc énorme qui risque de couler votre boîte, faites attention et faites appel à un tiers. C'est à vous de juger évidemment l'enjeu à chaque fois. Moi, je peux pas parler de manière universelle et générale. Faire appel à un tiers, ça peut être mettre en place une médiation des entreprises. Et la médiation des entreprises, good news, dès lors que les deux sociétés en cause ont un numéro de SIRET ou un numéro d'enregistrement étranger même, du moment qu'il y a une entreprise en France, en tout cas, a priori la vôtre, vous pourrez faire appel aux médiateurs des entreprises. C'est gratuit et ce sont des vrais médiateurs. Ils sont formés à l'Institut catholique de Paris. Ils font le DU 1 et 2, donc c'est 200 heures de formation. Ils sont très sérieux, ils ont une formation solide. L'inconvénient, c'est que c'est gratuit, donc ça repose sur leur bonne volonté. C'est des bénévoles. Et le deuxième inconvénient, c'est que la plupart du temps, c'est pas des juristes. Donc, si le conflit n'implique pas trop de règles de droit compliquées, complexes, c'est très bien. Si ça devient des discussions très complexes sur le droit, il faudrait à minima que vous ayez un avocat ou que vous preniez aussi un médiateur qui s'y connaît en propriété intellectuelle. Et où pas toujours besoin d'un avocat, mais en propriété intellectuelle, en général, on a besoin d'un avocat, ne serait-ce que pour rédiger l'accord final, parce qu'il y a beaucoup de règles d'ordre public en matière de propriété intellectuelle, et les médiateurs n'ont pas le droit de rédiger les accords. Donc voilà. Médiateur expert en propriété intellectuelle, l'avantage c'est que vous avez quelqu'un qui connaît vraiment ce domaine, qui a priori est bien formé à la médiation aussi, mais ça faut vérifier, parce que les médiateurs des entreprises sont très bien formés à la médiation. Certains médiateurs sont très bons en propriété intellectuelle, mais moins bien formés à la médiation. Chaque situation a ses avantages, inconvénients, évidemment. L'avantage qu'il soit payant, c'est qu'a priori, il va vous consacrer du temps et il va faire ça très sérieusement. Il n'est pas bénévole, donc un bénévole, ça peut être très bien, mais parfois, ça a des limites aussi.
Processus collaboratif, c'est un autre mode encore de résolution qui passe forcément par des avocats certifiés au processus collaboratif. L'inconvénient, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. L'avantage, c'est que pour le coup, c'est le mode amiable le plus poussé, enfin voilà. Moi, je suis formé à tous les modes amiables, mais le processus collaboratif, c'est génial quand on peut le mettre en place et quand ça s'y prête. Sur un conflit en matière de marque, en général, ça s'y prête bien. Les autres possibilités, je les évoque rapidement, mais si le juge est déjà saisi, rien n'est perdu. Même s'il y a déjà un juge de saisie, vous pouvez demander une audience de règlement amiable, une césure, une procédure participative qui permettent de rebasculer sur de la négociation et de donner une chance à de la négo plutôt que de laisser un juge débordé, stressé et trancher, en sachant qu'un juge qui tranche, il tranche en fonction des règles de droit. Il ne pourra pas vous faire quelque chose sur mesure. Déjà, il n'aura pas le temps de vous écouter et il ne pourra de toute façon pas vous faire quelque chose sur mesure. Donc, à chaque fois qu'on peut faire de la négo, même lorsqu'un procès est en cours, c'est toujours mieux. Et dernière chose, prévoir des clauses contractuelles qui imposent la négo. Alors, quand c'est un tiers qui vous reproche la nullité de votre marque ou qui fait opposition, en général, vous n'êtes pas en relation contractuelle avec lui. Mais en revanche, dès lors que vous faites appel à une agence de com, à des professionnels d'identité visuelle, à des sous-traitants, etc., prévoyez bien des clauses contractuelles qui vous garantissent un certain nombre de choses, qui vous garantissent qu'ils ne sont pas en train de vous vendre du contrefaisant déjà, et qui vous garantissent aussi que vous irez à la négociation avec eux si un conflit naissait entre vous, parce que sinon vous allez devoir les assigner aussi, et ça va être plus compliqué. Voilou, j'en ai fini, William, je suis désolé d'avoir explosé le temps. Oui, non, mais c'était un peu léger, je trouve. J'espère que ça valait le coup. Ouais, je trouvais que c'était un peu léger, mais bon. Tu me connais, j'ai cette réputation d'être très superficiel. Alors, faut qu'on se dépêche parce qu'à 15h30, on a notre concours de pétanque, tous les deux. Hein. Oui. Faut qu'on s'échauffe avant. Alors, j'avais une excellente question qui va en faire découler d'autres. J'avais une question du renard argenté des Yvelines qui s'appelle René, qui demandait, quand on dépose une marque, faut-il mieux la déposer en son nom ou au nom de son entreprise? Alors, quand vous déposez une marque, en principe, il faut le déposer au nom de votre entreprise. Vous pouvez même faire un dépôt au titre d'une entreprise en cours d'immatriculation, mais attention, petite subtilité, pour obtenir certaines subventions, notamment celle du SME, il faut avoir déjà un numéro de SIRET, donc il faut une entreprise immatriculée. Très bien. Donc, parfois, il va falloir s'adapter en fonction aussi des aides que vous demandez. Voilà. Dans certains cas, on est obligé d'avoir déjà immatriculé la société, ce qui est absurde, mais en même temps, il faut bien contrôler les aides qui sont octroyées. Alors, Cécile va un peu plus loin. Bon, si c'est un problème pénal, j'ai une marque détenue en mon nom et ma société porte le même nom. Pourquoi y a-t-il un problème pénal? Parce que éventuellement, pas pour plein de raisons, mais il pourrait y avoir abus de biens sociaux. Si par exemple, il y a plein de situations, il faut clarifier ça. C'est jamais une bonne idée qui est une partie des droits détenus par certains associés, des droits de propriété intellectuelle détenus par certains associés, alors que c'est l'entreprise qui exploite la marque. C'est toujours dangereux. Et puis au moment où vous allez vouloir faire entrer un investisseur, faire une levée de fonds, ou ce que je vous souhaite dans certains cas, mais pas toujours, ou céder l'entreprise, attention, parce que si vous cédez l'entreprise à un tiers et que vous gardez la marque, en fait, vous avez le droit de lui interdire d'exploiter la marque. Donc, vous lui avez vendu un peu du vent, donc vous l'avez escroqué, quoi. Voilà, vous voyez, je raccourcis, je simplifie, mais il y a de la jurisprudence pénale sur ces questions. Il faut vraiment faire attention à ça. Alors, Carmen avait posé une question avant le début du webinaire, mais je pense que vous avez eu votre réponse à cette question-là. Elle en pose une autre là. Donc, si quelqu'un veut déposer une marque, mais quelqu'un a déjà un nom similaire, mais si cette personne nous donne le droit par écrit de prendre le même nom, en tout cas qu'il y a des similitudes dans le nom. Voilà, qu'est-ce qui... C'est ce qu'on fait toujours d'ailleurs.
quand on peut négocier, c'est-à-dire qu'on se met d'accord. Par exemple, deux entreprises ont une marque similaire dans la même classe, mais en fait, il y en a une qui ils se mettent d'accord pour que l'une, elle exploite les parasols sous cette marque et l'autre les parapluies. Et si elles sont d'accord pour le faire, bah, très bien, évidemment, on n'est pas dans une logique d'infantilisation des personnes. Donc, si elles se mettent d'accord elles-mêmes, ce sera respecté. La difficulté, c'est que par rapport à des tiers qui regardent, qui vont sur le site Data INPI, ils vont se dire, bah eux, ils en ont rien à faire, ils protègent pas leur marque, ils ont déposé tous les deux dans la même classe et on voit qu'ils renouvellent tous les 10 ans, donc moi je vais le faire aussi puisque de toute façon ils en ont rien à faire. Donc il va falloir avoir un langage clair peut-être là-dessus en termes de com aussi, etc. On continue avec les questions de Carmen. Un logo sur lequel figure un visage généré par l'intelligence artificielle peut-il être attaqué si quelqu'un se reconnaît ou ce procédé de génération d'images n'est tout simplement pas recommandé? J'adore vos questions. Bah, dès lors que quelqu'un se reconnaît, ça ne suffit pas. En revanche, si une autre personne, même si c'est sa maman, reconnaît la personne représentée, là, il y a droit à l'image. Le droit à l'image, c'est quoi? C'est le droit qu'une personne a sur son image dès lors qu'un tiers le reconnaît. L'existence de ce droit est établie. Donc faites attention, il faut une cession de droit à l'image dans ce cas-là. Et l'IA, bien sûr, c'est tout le danger de l'IA, parce qu'en plus, une IA, elle peut très bien aujourd'hui me créer un visuel pour mon cabinet, une publicité de mon cabinet, avec une célébrité coréenne que moi je connais pas, par exemple, le visage d'une célébrité coréenne que moi je reconnais pas, et puis ensuite la célébrité coréenne qui se retourne contre moi, par exemple. Ouais, enfin, tu dis que droit à tu connais l'image, pas. oui. Ouais. Attention. Tu dis que tu connais pas, mais tu es quand même un grand admirateur de la K-pop. Hein, je croyais que ça resterait entre nous. J'ai vu des vidéos. Ouais, bon. Attends les hologrammes. Tiens, une question tout aussi intéressante de Myriam. Pour un auto-entrepreneur qui teste son produit et pas encore sûr du marché, pensez-vous que c'est utile de déposer une marque? Alors, vous voudriez déposer votre marque un peu pour faire une étude de marché, vous voulez dire, ou à mon avis, c'est déjà. C'est pas si le marché va répondre à son offre. Bah, si vous avez les subventions, après, c'est pas forcément très cher de déposer une marque tout seul, je veux dire. Voilà, c'est pas très cher de déposer une marque. Il faut vous budgétiser ça et c'est à vous de voir par rapport au budget que vous donnez si ça vaut le coup ou pas. Le problème, c'est que si vous exploitez sans avoir déposé et puis que ça cartonne et que vous faites voler le truc par d'autres, vous allez tout de suite aller vers des gros contentieux, quoi. Et là, ça va coûter beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, il faut apprécier le risque. Moi, je connais pas votre concept et je vous invite à ne surtout pas le divulguer ici. Mais si votre concept, il y a un risque que ça cartonne et que vous le fassiez facilement voler par quelqu'un d'autre, si vous avez déposé une marque, ce sera assez facile de faire valoir vos droits. Si vous n'avez pas déposé une marque, on va tout de suite sur des litiges qui sont atteintes, contrefaçon de droit d'auteur, concurrence déloyale, parasitisme, etc., etc. Donc c'est du lourd et c'est des coûts. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est plutôt que de déposer la marque, c'est vérifier votre assurance juridique. Si vous avez une assurance qui vous couvre très bien pour tous les litiges et que vous n'avez pas peur, que vous avez une appétence pour le conflit, dans ce cas-là, allez-y aussi. En fait, tout dépend des personnalités. Je veux dire, moi, il y a des gens, ils me disent, j'ai une assurance, voilà, ça me suffit. S'il y a un problème, je les attaque et puis voilà. Ok. Donc, je pense que ça va être la même réponse pour Martin. Pour la création d'une application, faut-il déposer la marque avant le lancement des tests de l'application? Voilà, c'est la même réponse. Hein. Même réponse. De toute façon, si l'application, vous allez lancer une V1, mais que vous êtes sûr du projet, que vous pensez que même s'il faut faire un pivot et l'adapter, de toute façon, vous garderez le nom, il n'y aura pas forcément de souci. Enfin, tout dépend du projet. Il faudrait voir. En fait, c'est très difficile de se prononcer comme ça dans un tunnel sans avoir tous les détails. Mais si vous pensez que ça peut être une bonne idée, et puis prenez un rendez-vous gratuit avec un conseiller INPI déjà. Vous verrez, il vous dira peut-être non, mais là, c'est peut-être un peu tôt. Si vous faites accompagner par un incubateur, c'est pareil, demandez-leur leur avis. Les incubateurs sont souvent très bons. Par contre, ils connaissent pas beaucoup le droit des marques et ça me surprend toujours, y compris même les grosses sociétés qui accompagnent dans la création de la marque en termes de marketing, mais qui vont vous créer votre logo. Finalement, ils connaissent pas grand-chose au droit des marques et ça, c'est toujours un peu embêtant. Mais voilà. Et puis il y a les grosses entreprises, hein, les multinationales, déposent plein de marques.
qu'elles n'utilisent pas, mais ça leur fait un petit stock. Et comme ça, quand Oui. ils lancent un nouveau produit, Oui, et puis elles vous attaqueront par contre, même si elles ouais, les utilisent ouais, pas, vous enverront, elles ont des veilles, elles ont des avocats, il y a des grandes marques qui sont connues pour ça, hein. Il y a des avocats qui passent leur journée à faire ouais, des veilles, ils ne font que ça sur des grandes marques tous les jours, tous les jours, tous les jours, et ils envoient des courriers de mise en demeure tous les jours, parce qu'en fait, pour des entreprises, pour certaines entreprises, ça vaut des millions, voire des milliards. Une marque, c'est l'essentiel de certaines entreprises. C'est l'actif principal parfois de l'entreprise. Donc, attention, voilà. Hein. il y avait Martin, un autre Martin, qui a posé la question justement si il est président d'une association, il voulait savoir si il devait faire son dépôt de marque en son nom ou au nom de l'association. Vous avez vu la réponse. Déjà, il faut voir si l'association fera vivre la marque dans le domaine des affaires, parce que la protection ne s'étend que dans le domaine des affaires. Donc, voilà. Après, il y a toujours la protection psychologique. C'est sûr que même si vous l'utilisez pas, enfin normalement, elle risque la déchéance, hein, c'est ça le problème. Mais si vous avez un certificat de dépôt, ça peut dissuader d'autres associations de prendre un nom similaire. Mais en réalité, s'il n'y a pas de vie économique de la marque, il y a déchéance de la marque et elle peut être demandée par un tiers. Catherine nous dit: mon logo, qui contient mon nom commercial, a été créé par une graphiste. Ai-je des obligations vis-à-vis d'elle pour pouvoir déposer mon nom commercial comme marque? Mon logo qui contient mon nom commercial a été créé par une graphiste. Ah bien sûr, vous avez des obligations vis-à-vis d'elle. Vous ne pouvez pas utiliser ce logo même sans le déposer comme marque. Vous ne pouvez pas l'apposer déjà sur vos documents si vous ne lui avez pas fait signer une cession de droit d'auteur sur le logotype. Et si en plus de ça, vous voulez le déposer comme marque, il faut que cette cession de droit d'auteur précise que dans les usages, vous allez aussi prévoir le dépôt comme marque et qu'elle vous garantit contre toute contrefaçon. Parce qu'en fait, un graphiste peut très bien vous avoir créé un visuel, mais ne pas vous l'avoir cédé à titre exclusif et se réserver le droit de l'utiliser pour autre chose, y compris pour sa propre communication personnelle. Donc, il faut lui faire signer un accord assez bien... j'allais dire chiadé, assez bien rédigé, pour bien vous protéger, parce que si vous êtes en train de déposer un truc sur lequel vous n'avez même pas vous-même les droits, ça peut rapidement dégénérer, oui. Alors, il y a des questions, mais tu as donné les réponses. Je précise que dans votre situation, vous êtes un petit peu embêté, parce qu'en plus de ça, je vais vous dire un truc, une jurisprudence vient de tomber, et les cessions de droits d'auteur à titre gratuit sont nulles, sauf si elles ont respecté les conditions de la donation, c'est-à-dire qu'elles ont été faites par acte authentique devant notaire. C'est une jurisprudence récente. La jurisprudence existait déjà en matière de marque. On pouvait espérer que ça soit limité à la marque, mais en réalité, la même solution vient d'être posée par le tribunal judiciaire de Paris, qui est un des 10 tribunaux spécialisés en matière de propriété intellectuelle. Donc attention à ça, parce que là, vous voulez régulariser quelque chose qui n'est pas régularisable. Un, la jurisprudence dit que ça n'est pas régularisable a posteriori. Et deux, de toute façon, si vous vouliez faire une session à titre gratuit parce que vous dites en fait la session était comprise, pas la session était comprise, j'ai déjà payé la prestation et donc là je vous donne une session à titre gratuit, c'est pas valable, c'est nul, sauf si ça respecte les règles de la donation. Donc vous allez devoir rémunérer a priori. Je fais pas de il y a peut-être des raisons qui permettraient d'aller sur une autre solution, mais a priori vous allez devoir rémunérer la graphiste pour la cession de droit. D'accord. Voilà. Tiens, une question de Charles. L'État peut-il déposer une marque? L'État, comme toute personne publique, peut déposer des marques. Alors là, je n'ai pas du tout parlé des règles particulières en matière de personnes publiques, de collectivités locales, etc. Mais oui, toute personne juridique peut déposer une marque. Tiens, Nathalie, je ne comprends pas pourquoi j'ai reçu un courrier de Trademarks me proposant de payer un supplément de 937 €. Bien, merci de le mentionner. Vous allez recevoir plein de courriers qui sont des arnaques. Donc, n'hésitez pas à porter plainte. Pour porter plainte, il suffit d'envoyer le courrier par recommandé au procureur du tribunal judiciaire le plus proche. Donc, procureur de la République près le tribunal judiciaire de votre lieu de domicile, enfin de votre siège social.
C'est des arnaques. C'est de la même façon que quand vous immatriculez votre société, il y en a plein qui en profitent. Moi, je supporte plus ça, donc je conseille systématiquement aux clients de porter plainte parce que c'est les clients qui travaillent le plus et qui sont le plus sous la paperasse qui finissent par se faire avoir. Moi, j'ai pas mal de clients, par exemple pharmaciens. Quand on vient de reprendre une pharmacie, on travaille comme un malade, on est noyé sous les paperasses et il y a boum un courrier. On croit que c'est un vrai DPO. Il vous dit qu'il va s'occuper de vos données personnelles pour la CNIL ou je sais pas quoi, c'est un truc bidon. Et ben là, c'est pareil, il y a plein d'arnaques sur les dépôts de marque. Comment ils font ça? C'est simple. Dès que vous faites votre demande de dépôt, il y a une publication au journal, au bulletin officiel de la propriété intellectuelle. Donc, de la même façon que pour d'autres trucs, il y a des publications au BODAC, bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Et donc, ils récupèrent ça et c'est des business qui ne font que ça. Ce sont des gens qui souvent vivent à l'étranger et qui ont une société en France. Leur place est en prison. N'hésitez pas, concourez à faire grossir la population carcérale. Et pour rassurer les gens qui nous écoutent et qui sont locataires et qui vont devenir propriétaires, dès que vous serez propriétaire, vous allez recevoir plein de coups de téléphone pour vous vendre des fenêtres, des économies d'énergie, etc. Quel monde merveilleux. Il y a des condamnations très régulières parce qu'en plus, le démarchage dans certains secteurs de l'énergie est interdit et on voit passer sur le site de la DGCCRF des condamnations qui sont rendues publiques de plein de sociétés qui vous démarchent pour tous ces trucs. Faites très attention. Votre seul interlocuteur, et c'est pour ça que j'ai voulu limiter mon intervention à ça aujourd'hui, votre seul interlocuteur, c'est l'INPI. C'est pas compliqué. Sur ce dont on a parlé, les seuls qui ont le droit de vous envoyer des courriers, c'est l'INPI. Ouais, et bon, le reste, faites très attention. On rappelle l'acronyme, INPI, Institut National de la Protection Intellectuelle. Protection intellectuelle, et qui en fait est aujourd'hui devenu le guichet unique, puisqu'en réalité, vous passez par l'INPI pour créer une société aujourd'hui aussi. Merci beaucoup Martin pour cette présentation très light, qui n'a duré que 10 minutes. Je suis désolé, et pourtant, c'est vraiment léger par rapport à ce que je fais d'habitude, William. Donc, si vous voulez déposer une marque, n'hésitez pas à appeler ce jeune homme de 28 ans. Il saura vous conseiller. 28 ans demain. Oui, demain, ouais. Donc ça, c'était aujourd'hui. De la semaine prochaine, on va faire péter les neurones. Les neurosciences pour performer. On verra ça avec Natalia. Et puis mardi, alors c'est pas un webinaire second souffle, mais mardi prochain, je dis mardi prochain, non, c'est mardi dans 15 jours. Vous avez un webinaire sur la franchise et l'habitat. Donc là, c'est nickel, la franchise. Vous embêtez pas avec la marque. C'est le franchiseur qui s'est occupé de tout. Normalement, voilà. Et que nous, second souffle, on fera un 24 heures pour rebondir spécial franchise le 26 novembre. Dans 15 jours, ah oui, je l'ai pas eu dans le bon ordre, en fait. Dans 15 jours, la formation pro, un levier de croissance, bah oui, se former en tant qu'entrepreneur, mais former également vos équipes. Il y a des budgets pour ça. Demander de l'aide est une force. Ah, j'adore ce titre. Pourquoi? Ça exprime en fin de compte tous les entrepreneurs qui sont en difficulté et qui contactent Second Souffle. Voilà, ils ont fait. Mentalement, ça peut être très dur pour certaines personnes de se dire si, j'ai besoin d'aide. Et savoir demander de l'aide, c'est une force. On verra ça avec David. Ensuite, on rentre en discothèque avec un visuel psychédélique. On parlera de la spirale dynamique avec Natalia. Entreprenez avec la spirale dynamique. Et ça sera donc le 6 décembre. Et ça sera l'avant-dernier webinaire de 2024. Voilà. Donc, évidemment, à la fin de ce webinaire, vous serez redirigé vers le site Second Souffle et vous verrez tous ces magnifiques visuels psychédéliques. Je te remercie du fond du cœur, mon cher Martin, parce que c'est un sujet qui était demandé depuis très longtemps et tu y as répondu avec bravoure et clarté. Voilà, je trouve. Merci à toi, William, et j'espère que ça aura aidé le plus grand nombre, en tout cas. Oui. Alors, il nous reste un peu moins de 7 minutes, mon cher Martin, pour qu'on se change et qu'on aille sur la piste pour faire notre concours de pétanque, bien sûr. Personnellement, je suis déjà en short, mais je t'attends. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve vendredi prochain à 14h.
Bye bye. Bye bye.